Aujourd'hui, je voudrais répondre à des propos qui circulent partout sur les réseaux sociaux, des propos attribués au ministre marocain Mohamed Saad Berrada, selon lesquels le Maroc ne représenterait pas l'Afrique à la Coupe du Monde et n'aurait pas besoin du soutien de l'Afrique. Je précise une chose avant de commencer. À ce stade, cette phrase est contestée, démentie et n'est pas prouvée par une vidéo claire, un communiqué officiel ou une source primaire. Mais je voudrais quand même répondre. Pas seulement à l'homme, pas seulement au Maroc, je veux répondre à l'esprit derrière cette phrase. Parce que, vrai ou fausse, si cette phrase ou ces propos ont circulé aussi vite, c'est parce que ils touchent une blessure réelle. Le mépris que certains peuples, certains États, certains discours ont encore envers l'Afrique noire. Alors écoutez-moi bien. Si quelqu'un pense que le Maroc n'a pas besoin de l'Afrique pour réussir, alors l'Afrique doit aussi apprendre à répondre avec calme, dignité et fermeté. Je vais vous répondre en quelques points. Vous dites, le Maroc n'a pas besoin du soutien de l'Afrique pour réussir. Je vous dis aussi que l'Afrique n'a pas besoin de vous pour réussir non plus. Bien au contraire, c'est en partie à cause de vous et de votre violence que l'Afrique a régressé et souffre aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique du Nord n'est pas tombée du ciel. Elle a une histoire africaine profonde, amazighe, noire, méditerranéenne, chrétienne, juive, musulmane, arabe, coloniale et postcoloniale. Cette histoire est complexe. Le nord de l'Afrique a connu une arabisation, islamisation, la traite transsaharienne, le racisme anti-noir. Bien, tout commence en 622 avec l'Hégire, quand votre prophète Mahomet a commencé à émigrer avec ses compagnons de la Mecque vers Médine. Et plus tard, vous avez organisé une conquête pour imposer votre religion partout. C'est ainsi qu'au 7e siècle, après la naissance de l'islam en Arabie, des armées arabo-musulmanes sont parties de la péninsule arabique, donc l'actuel Yémen, l'Irak, l'Arabie saoudite et consorts, à l'exception bien sûr de l'Iran, parce que les Iraniens, eux, ce pas des Arabes, ils sont des Perses. Et ces armées de vos ancêtres ont commencé à occuper, à voler sauvagement des terres qui ne leur appartenaient pas, si vous ne le savez pas. Sous le califat des Rachidounes, puis plus tard sous les Omeyyades, elles vont conquérir l'Égypte byzantine entre 639 et 642 sous le commandement de Amr ibn al-As. Puis, elles avanceront vers l'ouest à partir de 647 dans ce qu'on appelait à l'époque l'Ifriqiya, c'est-à-dire grosso modo l'actuelle Tunisie et une partie de l'est algérien et de l'ouest libyen. Puis progressivement vers le reste du Maghreb. Donc oui, votre présence au Maroc et dans le Maghreb ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un mouvement de conquête, d'expansion politique, mais aussi plus tard de commerce, de prédication, d'alliance et de transformation culturelle. C'est votre mouvement des Almoravides qui viendra occuper une bonne partie de l'Afrique au nord, jusqu'en Espagne musulmane dans la région de Al-Andalus. Et plus tard, lorsque vos armées ont été battues en Espagne, l'Espagne est redevenue chrétienne. Allez simplement visiter la mosquée cathédrale de Cordoue en Espagne. C'est l'un des monuments les plus puissants pour comprendre les couches de l'histoire. À l'origine du site, il y avait une basilique wisigothe chrétienne dédiée à Saint Vincent. Puis à partir de 785-786, l'émir omeyyade Abd al-Rahman Ier y fait construire la grande mosquée de Cordoue. Plus tard, après la prise, ou je dirais la reprise de Cordoba, sous le roi Ferdinand III, les chrétiens vont reconquérir cet espace, ils transformeront cette mosquée en cathédrale-mosquée de Cordoba, ou si vous voulez, Cordo en français. Une histoire que j'aime bien raconter à mes enfants. Et pendant la même période où vous étiez en train d'occuper partout, vous avez aussi tenté d'occuper la France actuelle, à l'époque appelée Gaule-Franque. Et là, lors de la fameuse bataille de Poitiers-Tours en 732, les forces franques et aquitaines menées par Charles Martel vous ont battu. Elles ont battu l'armée omeyyade. En Afrique du Nord, l'histoire est plus complexe. Avant votre arrivée avec cette arabisation et islamisation de la région, il y avait déjà des peuples africains là-bas. Des populations amazighes, des communautés noires, des juifs, des chrétiens et même de grandes figures de la fondation de l'Église catholique comme Saint Augustin, un noir né en Afrique du Nord au IVe siècle dans l'actuelle Algérie. Donc, quand vos ancêtres sont arrivés, malheureusement, nos ancêtres n'ont pas pu les vaincre avec les armes comme en Espagne ou en France. Et bien que se passe-t-il? Les Noirs sont obligés d'abandonner leur propre terre, de fuir la barbarie pour survivre. Nos ancêtres sont donc descendus d'Égypte, d'Algérie, de Mauritanie, de Tunisie, de Libye et se sont dirigés vers l'Afrique que nous appelons aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Sachez donc que les Noirs
ne sont pas une tâche dans l'histoire du Maghreb. Les Noirs sont dans cette histoire. Les Noirs sont dans des mémoires, les corps, les lignées, les villages, dans les familles, dans les musiques, dans les traditions, même dans vos visages métissés que l'on voit encore aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, en Égypte. Il y a toujours aujourd'hui une minorité noire partout dans chacune de vos tribus là-bas. L'Afrique du Nord a une profondeur africaine ancienne. Elle n'a pas commencé avec les mosquées ou les dynasties venues imposer leur pouvoir. Vous devez donc arrêter de nous insulter parce que vous n'êtes pas en bonne position. Êtes-vous réellement chez vous? Posez-vous la question. Mais vos ancêtres en Arabie Saoudite, par exemple, sont riches, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas vous récupérer? Mais ce n'est pas possible. Vous venez chez des gens, vous les chassez, vous les éliminez, vous volez leurs terres et vous avez le toupet de les insulter. À quelques exceptions près, l'Africain n'est pas un peuple barbare. Quand tu viens chez lui, il te dit Akwaba et te donne de l'eau à boire. Nous sommes des gens civilisés. Parce que, attendez, c'est bien Freud dans son livre Civilization and its Discontents, qui a dit que le but de la civilisation, c'est précisément de parvenir à dompter le thanatos, ces instincts inconscients de toujours dominer, de toujours détruire, et ce qui conduit toujours à l'autodestruction, et de manifester plus d'éros, ce désir de bâtir et de maintenir une connexion sociale avec les autres. Alors qui est civilisé? Je vais vous donner un exemple très révélateur à ce sujet. Le Maroc que vous connaissez aujourd'hui n'a pas toujours été cet État souverain que vous brandissez avec tant de fierté. À partir de 1912, le Maroc a été placé sous protectorat français avec des zones au sud sous contrôle espagnol. Et ce n'est qu'en 1956 que le Maroc français retrouve son indépendance. Donc, avant de parler comme si vous étiez sorti seul de l'histoire, souvenez-vous que la libération du Maroc ou du Maghreb a été portée par des luttes, des solidarités, des idées, des sacrifices et aussi par des voix venues d'ailleurs dans le monde noir. Parmi ces voix, il y a Frantz Fanon. Frantz Fanon, un homme noir martiniquais, psychiatre, penseur anticolonial, qui a travaillé en Algérie à l'hôpital de Blida-Joinville. Lui, il aurait pu rester dans le confort d'une carrière médicale sous administration française. Mais face à la violence coloniale, il a refusé le silence. Il a quitté son poste, écoutez-moi bien, il a quitté son poste pour s'engager aux côtés du FLN, le Front de Libération Nationale des Algériens. Il a écrit contre la domination coloniale. Il a pensé la libération des peuples colonisés. Alors, quand aujourd'hui, certains discours viennent dire que le Maroc ou le Maghreb n'aurait pas besoin de l'Afrique, j'ai envie de répondre, relisez votre propre histoire. Parce que l'histoire anticoloniale du Maghreb n'a pas été écrite dans une pureté nationale fermée sur elle-même. Elle a été traversée par des solidarités africaines, caribéennes, arabes, amaziques, noires, internationales. Et Fanon, cet homme noir que certains d'entre vous auraient pu mépriser aujourd'hui, a porté dans sa chair et dans sa pensée la libération d'un pays du Maghreb. Voilà pourquoi je pense que le mépris envers l'Afrique noire est une ingratitude historique. Je répète, une ingratitude historique. On ne peut pas bénéficier de la pensée noire quand il faut se libérer, puis mépriser les Noirs quand il faut partager la dignité. On ne peut pas utiliser la fraternité anticoloniale hier et pratiquer ce que j'appelle aujourd'hui l'arrogance identitaire. L'histoire vous regarde, elle a de la mémoire. Le problème de certaines élites, c'est qu'elles veulent Fanon dans leur bibliothèque, mais elles ne veulent pas voir les Noirs dans leur fraternité. Je poursuis avec vous le Maroc. Le Maroc français, votre Maroc actuel là, qui a été colonisé par la France, vous êtes devenu indépendant, je pense, le 2 mars 1956. Et dans la partie sud, au Sahara occidental, Sahara espagnol, l'Espagne ne s'est retirée de ce territoire qu'en 1975. Et avec les accords de Madrid, l'Espagne en transférera l'administration à vous, le Maroc, et à la Mauritanie. Puis évidemment, il y a eu le conflit avec le Front Polisario qui a éclaté. Votre roi, Hassan II, organisera la soi-disant marche verte pour reconquérir le Sud. Et jusqu'aujourd'hui, vous vous battez avec le Front politique des indépendantistes du Sahara occidental, le RASD, République arabe sahraoui démocratique. Et pourtant,
La Cour internationale de justice en 1975 a clairement dit qu'elle ne trouvait pas de lien de souveraineté territoriale établissant que le Sahara occidental appartenait au Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ONU classe encore le Sahara occidental parmi les territoires non autonomes. Donc là encore, il faut être prudent avec des grands discours de souveraineté. Parce que quand on parle de dignité, il faut aussi parler de la dignité des peuples dont l'autodétermination reste suspendue. Mais si je vous rappelle tout cela, c'est parce que je conçois la civilisation et l'histoire pas comme cette fausseté qu'on m'a enseigné à l'école primaire, que l'histoire est le récit des événements passés. Non, je conçois cela dans le sens de Walter Benjamin, brush history against the grain. Je brosse l'histoire à rebrousse-poil. Je ne m'arrête pas à vous les vainqueurs qui avez conquis le nord de notre continent, mais je fais parler les effacés que vous insultez et marginalisez, les vaincus, les déplacés, les peuples dont la mémoire a été recouverte. Et voyez-vous, votre Maroc là, avec son Maroc français, le Maroc espagnol ou Sahara occidental, ça a été aussi victime du mismatch territorial, tout comme tous les autres États sur le continent africain, suite à la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Chez vous, la conférence de Berlin en 1884 validera la possession par l'Espagne du Sahara occidental, Rio de Oro, en application de la règle de l'occupation effective des côtes. OK. Et plus tard, le traité de Fès en 1912 va déterminer que l'Espagne occupera les deux extrémités, le nord et l'extrême sud, tandis que la France occuperait tout le milieu, le centre. Bref, long story short, mon point est qu'en 1964, les pays africains de l'Afrique noire ont pris, lors du premier sommet de l'OUA, la résolution de respecter les bordures héritées aux indépendances. Cette résolution, qui a instauré le principe cardinal de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Outil Posidetis Juris, il a été ratifié au Caire en juillet 1964 et vous, le Maroc, vous l'avez rejeté. Vous avez refusé de la signer parce que justement, accepter la résolution aurait signifié pour le Maroc l'abandon de ses revendications territoriales. Les Noirs l'ont signé pour éviter des guerres, vivre en paix, car l'Afrique n'était pas divisée. Vous êtes toujours dans cette logique expansionniste. Et à une ou deux exceptions près, je dirais que les pays africains respectent leurs frontières. Mais que se passe-t-il chez vous depuis les indépendances? L'Africain est un homme civilisé. Il l'a toujours été. Il porte en lui le Umuntu. Vous pouvez aller vous renseigner. Maintenant, mes chers compatriotes africains, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Et on s'en fout. En maths, il y a une loi qu'on appelle l'identité. Soit c'est A ou c'est pas A. Donc, on peut devenir des asymptotes mathématiques. Je sais que l'Afrique traverse des moments très difficiles. Mais pardon, motosoki a boyo, yope boyaye. Ces religions impérialistes qu'on nous a emmenés en nous faisant croire qu'il faut aimer le prochain là, c'est du pipeau. Sortant de ça. Quand tu aimes quelqu'un qui t'aime pas, tu es en danger. En droit, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'affectio societatis. C'est donc la bonne volonté des parties à remplir leurs obligations du contrat. Donc, si une partie remplit ses obligations, tandis que l'autre, la viole, ça ne peut pas marcher. Parce que comment quelqu'un vient te prêcher l'amour pour te sauver, mais lui-même, il ne manifeste pas cet amour vis-à-vis de toi, il fait de toi son esclave et il n'est même pas fidèle à l'Église. Les églises en Occident ici sont vides. Ces religions hypothèquent l'avenir de nos enfants. En tant que femme, on nous dit souvent que si un homme te maltraite et t'abandonne, le jour il reviendra avec des paroles mielleuses, ne te remets pas en relation intime avec lui, n'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce que nous, les Noirs africains, en commençant par nos dirigeants, nos pasteurs, nos parents, nos amis, qu'est-ce que nous avons à toujours tomber amoureux de notre ennemi? C'est quoi ce syndrome de Stockholm duquel nous ne guérissons pas? Arrêtons aussi de faire du Congo ça avec nos enfants. Arrêtons de dire à nos enfants du mal de notre frère africain ou d'une autre sœur africaine. Racontons de vraies histoires à nos enfants, pas des fables que les autres ont écrites contre nous. Les histoires de tel peuple, les Kibino, nous on s'habille mieux que vous, on cuisine mieux que vous, on est plus belle que vous. Mais ce sont des âneries.
Ce sont des sottises, ce sont des bêtises. Je dirais c'est comme deux émoraux, deux nez qui se disputent au sujet de qui serait plus grand de taille que l'autre. Pour finir, à ceux qui malheureusement se plaisent encore dans des rôles de chien du maître, voulant toujours plaire à la peau blanche. Parce que oui, c'est aussi un syndrome post-traumatique lié à l'esclavage et l'impérialisme et tout ça. Je vous prie de penser à vos enfants, car où qu'un Africain se trouve aujourd'hui à l'heure où je vous parle, même s'il est riche, il n'est pas considéré, il est toléré. Il est toujours en danger. Et le drame, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. On n'est pas obligé de s'aimer entre Africains. Mais en l'état actuel des choses, on est obligé de collaborer, de jouer ensemble jusqu'à ce que ce non-sens s'arrête et qu'on récupère ce qui nous revient de plein droit. Notre dignité, notre intelligence, notre continent et nos ressources qui sont en otage. Ce que pensent les autres de nous ne compte pas. Arrêtez de chercher à plaire aux autres. Ça produit entre autres un syndrome que les psychologues américains appellent Black Fatigue, qui érode votre corps, votre âme et votre esprit. Je pense qu'une fois que l'Africain sera reconstruit, il aura suffisamment d'amour pour lui-même et pour ses semblables africains. Et à ce moment-là, le respect des autres s'imposera tout naturellement. Je suis Aïssi Oyuba. Merci de m'avoir suivi.